J'ai longtemps hésité à en parler. Cela fait environ 2 ans et j'y pense encore plus que je ne devrais. Mon thérapeute dit qu'écrire à ce sujet pourrait m'aider. Je ne sais pas si je le crois, mais me voilà. Je m'appelle Marcus. Au printemps 2022, ma copine Diane et moi avons emménagé dans une location sur Pembroke Lane, une petite rue résidentielle à la périphérie d'une ville moyenne, le genre de quartier où les gens tondent leur pelouse le samedi matin et se saluent depuis leur allée. La maison était modeste, avec 2 chambres, mais Diane s'est immédiatement approprié la véranda comme atelier. Je me souviens d'elle tournant sur elle-même le jour de la visite, les bras grands ouverts, riant aux éclats. Cette image me reste en mémoire à cause de tout ce qui a suivi. Nos voisins d'en face s'appelaient Tom et Sylvia Harding. Tom s'est présenté le 2e jour de notre arrivée, traversant la rue en courant pendant que je déchargeais des cartons. Un grand sourire chaleureux, une poignée de main ferme, la quarantaine, les épaules larges, le genre de type qui avait l'air d'entraîner une équipe de baseball pour enfants le week-end. Sylvia est venue ce soir-là, avec de la confiture maison et une carte de bienvenue écrite d'une belle écriture cursive. Douce et souriante, elle avait des cernes sous les yeux, dues sans doute à la fatigue. Ils semblaient être des gens vraiment bien, le genre de voisins qu'on est heureux d'avoir. Pendant 1 mois environ, tout allait bien. Puis, j'ai commencé à ressentir une légère étrangeté, une étrangeté qu'on ne sait pas tout de suite nommer. Sylvia a cessé de sortir. Je voyais Tom partir au travail, rentrer, bavarder tranquillement avec les autres voisins, mais Sylvia, qui jardinait devant la maison à notre arrivée, qui semblait aussi chaleureuse que lui, avait tout simplement disparu de ma vue. Sa voiture est restée garée dans l'allée pendant des jours entiers. J'en ai parlé à Diane et elle a dit que Sylvia travaillait peut-être à domicile et était introvertie. Ça se tenait, j'ai laissé tomber. Puis, une nuit vers 2 heures du matin, je suis descendu chercher de l'eau et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine en direction de leur maison. Toutes les lumières étaient éteintes, mais la silhouette de Tom était visible à l'étage, immobile, debout là, à regarder dehors. Je suis resté là pendant près d'1 minute avant de me résoudre à m'éloigner. Environ 6 semaines plus tard, j'ai croisé Tom au bout de nos allées et je lui ai demandé comment allait Sylvia. Il m'a répondu instantanément, trop naturellement. Oh, elle a des problèmes de santé, ce qui explique sa faible énergie. Il souriait tout le temps, mais ce n'était plus le sourire chaleureux du premier jour, plutôt un regard plus froid. Il changea aussitôt de sujet et je le laissais faire, car que faire d'autre? J'ai failli en rester là. Ce qui m'a fait réagir, c'est un dimanche après-midi, où en lisant près de la fenêtre, j'ai aperçu le rideau de l'étage bouger légèrement chez eux. Dans l'interstice, une main s'est plaquée contre la vitre, une main de femme. Elle est restée quelques secondes, puis disparue. C'est tout. Mais ça m'a pesé sur la poitrine comme une pierre pour le reste de la journée. Après ça, j'ai commencé à y prêter plus d'attention, et je me suis détesté pour ça. J'ai remarqué que Tom s'occupait seul de toutes les courses. J'ai remarqué que le nom de Sylvia avait été remplacé sur la boîte aux lettres par un simple cœur et une inscription au marqueur. Un soir, en passant devant la maison, j'ai entendu ce qui ressemblait à des pleurs venant de l'intérieur. J'ai mentalement répété une 12aine de fois qu'il fallait appeler le numéro non urgent. Mais ça me semblait absurde. Une main contre la vitre, une étiquette de boîte aux lettres, Diane pensait que je perdais la tête. Un soir, Tom a frappé à notre porte avec une bouteille de vin, simplement par gentillesse. Il était très agréable, s'est intéressé à l'art de Diane et la conversation s'est engagée facilement. Mais à un moment donné, il m'a regardé et m'a dit, presque amusé, « Tu sais, j'ai remarqué que tu observais la maison parfois. » J'ai bafouillé quelque chose à propos de m'asseoir près de la fenêtre par habitude. Il a ri et a dit qu'il comprenait. Puis il est parti. Je suis resté planté dans ma cuisine, incapable de bouger pendant 1 minute entière. Ce soir-là, j'ai appelé. J'ai tout raconté à la standardiste. La main, les pleurs, la boîte aux lettres, les mois sans voir Sylvia, la remarque de Tom. Un agent est venu le lendemain après-midi pour s'assurer que tout allait bien. Tom a ouvert dès qu'on a frappé, calme, coopératif, détendu, un sourire déjà aux lèvres. L'agent entra. Je regardai par la fenêtre, retenant mon bras. 10 minutes passèrent, puis j'ai vu une 2e voiture de patrouille tourner sur Pembroke Lane, puis une 3e. Ensuite, une ambulance s'est avancée avec cette urgence silencieuse qui est pire que les sirènes. J'étais déjà dehors sans même m'en être rendu compte.
Tom était menotté quand je suis sorti, toujours aussi calme, sans se débattre. Ce même regard impassible, celui d'un homme qui accepte les conséquences mineures d'une petite erreur de jugement. Il ne m'a jamais regardé de l'autre côté de la rue, pas une seule fois. J'ai appris ce qui s'était passé par Drib. L'agent intervenant, lors de sa ronde dans le couloir à l'étage, avait remarqué un verrou de sécurité fixé à l'extérieur d'une porte de chambre, un type de serrure sans utilité apparente, si ce n'est empêcher quelqu'un de s'échapper. Il avait signalé l'incident avant même d'ouvrir la porte. Sylvia Harding était étendue sur le sol de cette chambre, chaînée à la cheville à un tuyau de radiateur, gravement déshydratée et désorientée, portant des blessures témoignant de mois de sévices répétés. Le rideau près de la fenêtre était légèrement desserré, laissant juste assez d'espace pour qu'une main puisse atteindre la vitre. Elle était restée là tout ce temps, pendant que je lisais sur mon canapé, que Diane peignait dans sa véranda, que Tom traversait les allées en courant avec son sourire chaleureux et son pot de confiture. Tom envoyait lui-même des messages depuis le téléphone de Sylvia, à sa famille, à ses amis, aux policiers qui avaient fait le premier contrôle routinier. Des messages soigneusement composés, espacés naturellement, si chaleureux que personne ne les contestait. Une façade maintenue pendant des mois, sans aucune faille. Sylvia a survécu, je tiens à le préciser. Elle a été hospitalisée longtemps et je ne l'ai plus jamais revue après ce jour-là, ce qui, je crois, était la meilleure issue pour elle. Tom a été inculpé. J'ai suivi l'affaire jusqu'à ce que je sois obligé d'y mettre fin pour mon propre bien. Diane et moi avons déménagé peu après. Le bail l'exigeait et aucun des deux n'aurait pu rester de toute façon. Certains lieux gardent l'empreinte des événements qui s'y sont déroulés. Je repense à cette version de l'histoire où j'ai écouté Diane, où le vin de Tom et son aisance étaient suffisamment convaincants, où je n'ai jamais passé ce deuxième appel. Cette version-là a une fin que je ne peux pas envisager directement. Je m'appelle Daniel. Ma femme Priya et moi avons emménagé dans notre première maison cet automne. Nous sommes tous deux d'origine indienne, américains de première génération, et on nous a toujours dit que si on travaillait dur, on pouvait construire quelque chose de concret dans ce pays. Nous y croyons, nous voulons encore y croire. C'était une rue tranquille dans la campagne du Tennessee, avec de grands chênes, des trottoirs propres, et des maisons suffisamment espacées pour qu'on se sente à l'abri des regards. Nous avions économisé pendant 4 ans pour pouvoir nous offrir une maison aussi modeste, et quand nous avons enfin eu les clés, Priya a pleuré dans l'allée. Je me souviens avoir pensé que c'était le début de tout. Notre voisine de droite, Beverly, une institutrice à la retraite, nous a apporté du pain aux bananes le jour de notre arrivée. Le couple d'en face nous a fait signe de la main depuis leur porche. Les premiers jours, on avait vraiment l'impression d'être dans un endroit où les gens prenaient soin les uns des autres. Notre voisin de gauche s'appelait Raymond. Nous l'avons découvert plus tard. La première chose qui m'a frappé chez Raymond, c'était le jardin. Impeccable d'une manière presque obsessionnelle. Chaque bordure était taillée à perfection, chaque plante plantée à égale distance de la suivante. Un jardin qui témoignait du temps et du goût prononcé de son propriétaire. La maison, elle aussi impeccable, avec ses volets fraîchement repeints, était parfaitement agencée. Elle aurait dû être accueillante. Pour une raison ou une autre, ça n'a pas marché. Nous n'avons pas vu Raymond pendant les 5 premiers jours. Son camion était là tous les matins, toujours là chaque nuit. Aucun mouvement venant des fenêtres, aucun bruit venant de la cour. Priya l'a mentionné la première, comme ça, l'air de rien, comme on aborde parfois un sujet qui nous trotte dans la tête. « Tu crois qu'il va bien là-dedans » Je lui ai répondu que certaines personnes tenaient à leur vie privée. Je l'ai vu pour la première fois un dimanche après-midi. Je tondais la pelouse quand j'ai senti un mouvement du coin de l'œil. J'ai regardé vers sa maison. Il était là, debout juste à l'entrée, sans me faire signe, simplement immobile dans l'ombre du couloir, les bras le long du corps, à me regarder. J'ai levé la main, il n'a pas bougé. Après quelques secondes, il a reculé dans l'obscurité et la porte s'est refermée lentement. Je me disais que certaines personnes étaient simplement maladroites. J'y croyais presque. Ce qui a commencé à me déranger, c'était le timing. Chaque matin, Raymond était à la fenêtre de sa cuisine quand je sortais de l'allée, non pas en train de faire la vaisselle, mais simplement debout, les mains posées sur le comptoir, à regarder la rue. Quand nos regards se croisaient, il s'attardait un instant de trop avant de se détourner lentement,
comme s'il hésitait. Priya m'a dit qu'elle se sentait observée pendant son jogging matinal. À plusieurs reprises, elle jetait un coup d'œil en arrière, à un pâté de maison de là, et apercevait quelqu'un au bout de notre allée. Quand elle rentrait, il n'y avait plus personne. J'ai interrogé Beverly à son sujet. Elle répondit d'un ton assuré qu'il vivait là depuis longtemps, que sa femme était partie il y a des années. Avant de rentrer, elle ajouta « Faites attention à ne pas être trop amicale, il interprète mal les choses ». J'ai repassé cette phrase en boucle pendant des jours. Quelques semaines plus tard, Priya a trouvé le portail de notre jardin ouvert 2 matins de suite. Nous avons commencé à utiliser le verrou secondaire. Le 3e matin, il était ouvert lui aussi. Le lendemain soir, j'ai abordé Raymond d'un ton cordial. Je lui ai parlé du portail et je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose. Il a souri pendant tout le temps que je parlais, un sourire qui ne s'est jamais vraiment dessiné sur sa face. Il dit que des enfants traversaient la cour. Puis il s'est arrêté et m'a dévisagé. « D'où venez-vous au fait ?» J'ai répondu que nous avions grandi ici, que nous étions Américains. Son sourire s'est élargi, comme si j'avais dit une bêtise. « Non, je veux dire à l'origine, d'où viennent vos ancêtres ?» Je lui ai dit que d'Inde, car c'était plus simple que de répondre à cette question toute ma vie. Il a hoché lentement la tête. « Loin de chez vous, dit-il. » Puis il se retourna et entra avant que je puisse répondre. Je restai un instant sur le perron, sans comprendre ce qui venait de se passer. Je suis rentré chez moi sans rien dire à Priya de la fin de cette conversation. Je n'étais pas encore prêt à le dire à voix haute. 2 nuits plus tard, j'ai trouvé une de nos chaises de jardin déplacée du fond du jardin jusqu'à sous la fenêtre de notre chambre. La rosée sur l'herbe était intacte, à l'exception d'une légère trace partant de la clôture de Raymond. J'ai pris des photos. Mes mains étaient stables, mais quelque chose dans ma poitrine l'était moins. Quand je les ai montrées à Priya, Elle est restée longtemps silencieuse. puis elle a dit « Daniel, je veux des caméras ». Nous les avons commandées le même matin. Le dîner était l'idée de Priya. Elle pensait qu'un geste d'apaisement pourrait régler les choses. Je n'étais pas d'accord, mais je n'ai pas insisté. Nous avons invité Raymond un dimanche soir tranquille. Pendant les 30 premières minutes, tout était presque normal. Il complimenta la maison, s'intéressa à notre travail et semblait si agréable que j'ai eu l'impression d'avoir tout rêvé. Il parcourut ensuite la pièce du regard, les photos encadrées, la petite figurine de Ganesh sur l'étagère, Le kurta que portait Priya. Son visage se crispa. « Tu t'intègres vraiment bien, dit-il. Ce n'était pas un compliment. C'est notre maison, dit Priya. Cette rue est la même depuis 30 ans, les mêmes familles, les mêmes habitudes. Il prit son verre. Le changement est difficile pour les gens d'ici. Tu le comprendrais mieux si tu étais d'ici. Nous sommes d'ici, dis-je. Il secoua lentement la tête, patiemment, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Non, pas vraiment. Il y a un ordre dans tout cela, une atmosphère particulière qui règne dans un quartier comme s'il appartenait à ceux qui l'ont bâti. Il me regarda droit dans les yeux. Certains endroits ne sont tout simplement pas faits pour tout le monde. Rien ne vous empêche de trouver un endroit plus à votre goût. Priya posa sa fourchette Avec précaution. Ce petit geste, délibéré, en disait long sur les efforts qu'elle faisait pour garder son calme. « Je crois qu'il est temps pour vous de partir, dit-elle. » Raymond acquiesça, comme s'il s'y attendait, se leva sans se presser et se dirigea vers la porte. Il marqua une pause, la main posée sur l'encadrement. « J'habite cette rue depuis longtemps, dit-il doucement. Plus longtemps que la plupart des gens ne s'en souviennent. Et tous ceux qui n'avaient rien à faire ici ont fini par le comprendre. Il sourit une dernière fois. Bonne nuit. La porte se referma derrière lui. Nous n'avons presque pas dormi cette nuit-là. Allongés dans le noir, nous parlions à voix basse. Fallait-il partir? Rester avait-il un sens? Partir voulait-il dire simplement survivre? Nous tournions en rond jusqu'à ce que nous cessions de parler et que nous écoutions simplement la maison se stabiliser autour de nous. Nous sommes partis 2 mois plus tard. Je pense encore à Raymond, pas tous les jours, mais assez souvent. Je repense à sa prudence constante, au fait qu'il ne nous donnait jamais rien de concret, rien que nous pourrions raconter à qui que ce soit et dont le sens nous paraisse réel. J'ignore à quoi servait la chaise sous la fenêtre. Je ne saurais dire combien de nuits nous avons dormi. Sans rien savoir de ce qui s'était passé. Je n'aurais pas dire ce que Raymond aurait fait si nous étions restés.
Je sais seulement que certaines personnes ont décidé bien avant que vous arriviez que vous n'aviez pas votre place ici. Et elles attendront patiemment, silencieusement, le temps qu'il faudra pour vous le faire comprendre. Je m'appelle Mara et je vais vous raconter les 6 semaines que j'ai passées dans un appartement au 3e étage d'un immeuble de Chicago où je ne remettrai jamais les pieds, même si on me payait. J'avais 26 ans et je venais de commencer un nouvel emploi en centre-ville. J'ai trouvé cet appartement rapidement car il me fallait un logement près du bureau et le loyer était raisonnable. L'immeuble était ancien mais bien entretenu. 6 appartements, 3 étages, un de chaque côté du couloir à chaque étage. J'avais le 3B. Une femme habitait en face, au 3A. Je savais qu'elle existait car je l'entendais parfois à travers ma porte, ses talons sur le parquet et le murmure occasionnel de la télévision. Je n'ai jamais vu son visage. Je sais seulement qu'elle était une femme car le propriétaire l'a mentionné lors de mon emménagement. Les 2 premières semaines se sont déroulées normalement. J'étais épuisé par mon nouveau travail, l'apprentissage de nouveaux systèmes et les trajets domicile-bureau. Je rentrais, je préparais à manger, je regardais un film sur mon ordinateur portable et je dormais. Les vieux bâtiments ont des bruits particuliers. Les tuyaux claquent, le plancher s'affaisse, les radiateurs sifflent. Rien de tout cela ne m'effrayait. J'étais du genre à avoir besoin d'explications logiques et généralement j'en trouvais. La première chose que j'ai remarquée, c'était la lumière. La porte de mon appartement avait un de ces vieux interstices en bas d'environ 1,5 cm entre la porte et le sol. La nuit, la lumière du couloir filtrait en un fin filet jaune. Je l'ai remarqué la première nuit, puis je n'y ai plus prêté attention. C'était le genre de détail qu'on remarque une fois et qu'on oublie aussitôt. Jusqu'à cette nuit, vers la 3e semaine, je me suis réveillé à 2 heures du matin sans raison apparente. Allongé dans le noir, je regardais machinalement vers ma porte. La bande lumineuse était là, comme toujours. Puis, elle disparut. 2 taches sombres interrompirent la ligne de lumière, la forme indubitable de 2 pieds se détachant juste à l'extérieur. Je les ai observés pendant ce qui me sembla 5 longues minutes. Ils n'ont pas bougé, n'ont pas reculé. Malgré tout, je me suis levé et j'ai traversé la pièce. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé autour de moi. Le couloir était vide. J'ai ressenti à la fois du soulagement et un malaise plus grand, car si personne n'était là, qu'avais-je donc vu? Cela s'est reproduit 2 nuits plus tard. Au même moment, le même silence. J'ai ouvert la porte si rapidement que si quelqu'un était là, il n'aurait pas eu le temps de bouger. Le couloir était de nouveau vide. J'ai commencé à dormir avec un oreiller sur la tête. Puis l'odeur est apparue. Légère, un peu sucrée, comme celle de quelque chose qui avait trop longtemps traîné. C'est apparu un soir en rentrant chez moi et ça s'est intensifié les nuits suivantes. Mon propriétaire a envoyé le service d'entretien. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit qu'il y avait peut-être une souris dans les murs. J'ai accepté cette hypothèse car j'avais besoin de trouver quelque chose à accepter. Les grattements ont commencé ensuite, lents et délibérés. Du mur à côté de mon lit, 3 grattements, une pause, puis 3 autres. Toujours 3. Je ne sais pas si ça voulait dire quelque chose. Je n'ai jamais réussi à me décider. C'est à la 5e semaine que la nature de ma peur a changé. Un mercredi, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une marque sur ma porte d'entrée qui n'y était pas auparavant. Tout en bas, près du sol, une fine rayure horizontale dans la peinture. Le genre de marque qu'on laisse en frottant lentement un objet métallique sur la surface. Je me suis dit qu'elle était ancienne, que je ne l'avais jamais simplement remarquée. Je n'étais pas convaincu. Cette même nuit, je me suis réveillé à 2 heures du matin. La bande lumineuse était intacte et j'ai commencé à me détendre. Puis une ombre apparut. Pas 2, juste un pied. L'orteil pointait vers l'intérieur, comme si quelqu'un s'appuyait doucement contre ma porte. Je restais figé, songeant à la finesse de cette porte, à la serrure, une de ces vieilles serrures à un seul penne que l'immeuble n'avait jamais remplacée. L'ombre finit par disparaître. J'ai allumé toutes les lumières et je n'ai plus dormi de toute manière. J'ai passé le reste de la semaine à dormir par intermittence, toutes les lumières allumées. À la fin, l'épuisement était tel qu'une nuit je me suis effondré dans un sommeil profond, complet. Un sommeil qui vous engloutit tout entier. Je ne sais pas à quelle heure je suis revenu à la surface.
La pièce était encore plongée dans l'obscurité. Je suis revenu lentement, groggy et désorienté, dans cette épaisse confusion où on est consciente, mais que l'esprit n'a pas encore suivi. Je suis resté allongé là, fixant le plafond. Puis ma main a effleuré quelque chose sur le matelas à côté de moi. J'ai baissé les yeux sans bien comprendre ce que je voyais. Mon cerveau s'efforçait de donner une apparence normale à la scène. Une rallonge, un cordon, une ceinture. Mais j'ai tendu la main et je l'ai touchée, et mes doigts l'avaient su avant même que mon esprit ne le comprenne. Épaisse, rêche, lourde, comme ne le sont pas les choses douces. Une corde, enroulée négligemment sur le matelas juste à côté de là où je dormais, si près que mon bras s'y était appuyé. Je me suis redressé si brusquement que la pièce a basculé. Je me suis adossé en hâte à la tête de lit et je l'ai fixée du regard. Je ne l'avais pas mise là. Je ne possédais pas de corde. Je n'avais jamais possédé de corde. Assise là, je cherchais désespérément une explication à la façon dont cet objet s'était retrouvé sur mon matelas pendant mon sommeil. Il n'y en avait aucune. C'est alors que j'ai levé la tête vers la porte. La lumière du couloir était allumée, ce fin filet jaune en bas. Mais la porte elle-même était ouverte. Pas en grand, peut-être 10 cm, comme on tient une porte pour ne pas faire de bruit. Et dans l'entrebâillement, à hauteur des yeux, il y avait un visage, un homme, tourné de profil, un œil visible dans l'interstice, le regard de quelqu'un qui cherche à savoir ce qu'il doit faire ensuite. Il ne me regardait pas, il observait les lieux, comme pour s'assurer que je dormais encore. J'ai hurlé. Je n'ai pas pris cette décision, c'est sorti spontanément. La porte s'est refermée brusquement. J'ai entendu des pas, rapides et lourds dans le couloir. Puis la porte de la cage d'escalier qui s'est ouverte et refermée derrière lui avec fracas. J'ai appelé le 911 et je suis resté allongé au milieu de mon lit jusqu'à ce que j'entende les policiers frapper. Ils n'ont trouvé personne. Ils ont fouillé l'immeuble, les cages d'escalier, les rues. Rien. Ils ont photographié la corde et l'ont emportée. Ce qui, paradoxalement, a tout empiré. Car une fois disparue, la pièce paraissait parfaitement normale, comme si de rien n'était. Ils m'ont demandé si quelqu'un d'autre avait la clé de mon appartement. J'ai répondu qu'à ma connaissance, seul le propriétaire en avait une. Ces derniers mots m'ont glacé le sang. Je suis parti ce soir-là et n'y ai plus jamais dormi. La police n'a jamais identifié personne. La corde était une simple cordelette de quincaillerie, introuvable, vendue dans des dizaines de magasins à travers la ville. J'ai essayé de trouver une explication logique. La porte était peut-être mal fermée et s'était ouverte toute seule. La corde était peut-être un objet oublié par le service d'entretien. Peut-être que cet homme était un voisin qui avait paniqué quand j'ai crié. Rien de tout cela ne tient la route sous la pression. Ce qui me hante, c'est l'angle de son visage dans cet entrebâillement. Il ne me regardait pas. Il observait les lieux. Comme on observe une pièce quand on se demande si c'est le bon moment pour y entrer. Ce regard était intentionnel. Clair. Silencieux. Je ne sais tout simplement pas ce qu'il voulait faire. Et je suis consciente chaque jour que la seule raison pour laquelle je l'ignore, c'est que je me suis réveillé à ce moment-là.